Si. Bonjour à tous, bonjour pour ce débrief de la 14e étape du Tour de France. Et une fois n'est pas coutume, c'est Tadej Pogačar qui a gagné le vélo, même si on avait plutôt tendance à penser que l'avantage psychologique était du côté de Jonas Vingegaard. Eh bien non, finalement, c'est Tadej Pogačar qui a écrasé cette étape du Pla d'Adès avec son équipe. Et une victoire nette et sans bavure, avec une tactique tout au long de la journée qui visait à ce scénario-là, un scénario dont on aurait pu penser qu'il aurait pu se terminer par une victoire des échappés. Elle n'a pas mis tant de temps que ça à se détailler, l'échappée. On avait peur qu'elle ne soit toujours pas partie au pied du Tourmalet. Du Tourmalet. Finalement, elle est partie avant le pied du Tourmalet, une échappée plutôt sympathique dans l'absolu, avec notamment, alors je les ai notés pour pas les oublier, il y avait une partie sprinter qui sont partis aller chercher les puntos du sprint intermédiaire, puis ils ont vite disparu derrière. On avait donc Binyam Girmay, Arnaud Delis, Jasper Philipsen, Brian Coquard, ils étaient tous là pour faire Mémus, puis après on les a oubliés, et derrière on s'est retrouvé avec un groupe de costauds, avec notamment Kevin Vauquelin, même s'il a pété assez rapidement, Magnus Cort Nielsen, et surtout des très bons grimpeurs comme Luis Mentiès, David Gaudu, Ben Illy, Oyer Lascano, Simon Geschke, Bruno Armira. Il y avait du très beau monde dans cette échappée. On s'est dit à un moment donné qu'ils allaient peut-être jouer la win, puisque une fois qu'ils sont partis, tout le monde est parti pisser, et ils ont pris assez rapidement 3-4 minutes d'avance. Et puis, au moment où les 4 minutes d'avance sont passées, on a vu l'infâme Nils Politt prendre la tête du peloton. Et quand Nils Politt prend la tête du peloton après avoir passé la barre des 4 minutes, ça veut dire une chose, ça veut dire que c'est foutu la team. L'échappée, elle ne gagnera pas, et c'est ce qui s'est passé. On a vu Nils Politt imprimer un tempo qui n'était pas infernal, mais suffisant pour réduire petit à petit l'avance de l'échappée dans le Tourmalet. Puis finalement, on a vu Marc Soler derrière jeter les derniers espoirs de l'échappée aux oubliettes. Et c'est donc assez logiquement que l'échappée a été reprise dans le dernier col de la journée, l'ascension du Pla d'Adès par Saint-Lary-Soulan. Pour ceux qui connaissent Saint-Lary-Soulan, quand vous arrivez à Saint-Lary-Soulan, soit vous prenez à droite et vous allez taper le Portet, soit vous allez à gauche et vous allez taper le Pla d'Adès. Aujourd'hui, on tapait le Pla d'Adès, c'est légèrement moins dur, mais ça n'a pas suffi pour que l'échappée aille au bout. On a pas mal de choses à retenir de cette journée, pas mal de choses, notamment sur la forme des différents échappés, puisqu'on en est déjà à 3 étapes de montagne, et on voit certains noms qu'on peut cocher quand même. On peut voir que David Gaudu a les jambes, mais on peut voir que surtout Ben Illy a les jambes. Ben Illy, il en a une dans les pattes, là, ça se sent. On voit qu'Oyer Lascano est aussi sacrément costaud pour un coureur qui n'est pas forcément un grimpeur à la base. On voit également beaucoup de coureurs abandonnés. Alors, il y en a qui sont abandons pour Covid, il y en a qui sont abandons sur chute. On a vu notamment Amaury Capio, mais on en parlera après parce que ça aussi, ça m'a foutu en colère. On a vu des abandons de Thomas Pidcock à cause du Covid. C'est dommage, Thomas Pidcock qui avait quelques terrains sur lesquels il pouvait briller. On a vu Guillaume Boivin qui a abandonné. On a déjà perdu Juan Ayuso aussi. Qui j'oublie dans les abandons aujourd'hui. Il y en avait un autre que j'avais oublié. Il y en a un autre que j'ai oublié dans les abandons, mais c'est pas grave. En tout cas, on voit que ce peloton... Bettiol, c'est vrai que j'ai oublié Bettiol qui a abandonné aussi, Louis Vervac qui a abandonné. Donc on en perd petit à petit dans cette sorte d'épidémie de Covid. On nous a également annoncé que Geraint Thomas était positif au Covid, donc on peut malheureusement penser que ça va continuer à tomber comme des mouches du côté du Covid. Ça peut, ça aussi, faire peur au leader du général, faire peur à certains coureurs qui sont peut-être en jambes, et ça peut rebattre certains nombres de cartes d'ici la 3e semaine. Donc voilà, un Tour de France qui n'est pas facile, un Tour de France avec beaucoup de malades, et je voulais effectivement parler d'Amaury Capiot parce qu'il y a quand même une tendance dans ce peloton de la part de certaines équipes à renvoyer des coureurs sur le vélo alors qu'ils sont clairement pas en état de le faire. On a vu ça avec Vlasov qui est tombé lourdement, qui s'est fracturé la cheville et qu'on a quand même envoyé terminer l'étape. Aujourd'hui, on a vu Amaury Capiot qui s'est cassé la gueule hier dans une grosse chute provoquée par Maxime Van Gils, et Amaury Capiot, il a pris le départ de l'étape pour abandonner peut-être 5 ou 10 km derrière. À quoi ça sert que ce soit lui qui demande à prendre l'étape ou son équipe qui le force parce que t'es pas une fillette? Je trouve ça assez triste qu'on en ait autant rien à taper de la santé des coureurs. Un mec comme Capiot, l'état dans lequel il est, ça se voit qu'il va pas pouvoir terminer une étape, encore plus une étape de montagne. À quoi ça sert de renvoyer Amaury Capiot? Il a dû abandonner après 5 km, en plus il n'y avait pas de place dans sa bagnole. Il y avait des invités, du coup il a dû terminer l'étape dans la voiture balai. C'est un peu indigne quand même. C'est un petit peu indigne. J'aimerais bien quand même un jour que pour des coureurs qui en plus ont plus grand chose à jouer dans ce Tour de France, parce qu'Amaury Capiot c'est un sprinter, c'est un poisson pilote, c'est pas un mec qui va briller en montagne. Je pense pas que ce soit extrêmement nécessaire de lui infliger des étapes de montagne juste pour éventuellement servir à quelque chose entre Gruissant et Nîmes. Ce serait bien à un moment donné qu'il y ait une prise de conscience sur l'état de santé des coureurs et qu'on arrête de prendre des risques inconsidérés
pour des mecs qui sont clairement cassés, quoi. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire là-dessus. Est-ce que test positif, ça dégage, ou est-ce que t'es asymptomatique, c'est bon? Oh, les équipes font un peu ce qu'elles veulent, hein, sur le Covid, hein. Les équipes font un peu ce qu'elles veulent. On a des mecs qui sont positifs, mais qui ont visiblement des taux de virus suffisamment bas pour prendre le départ. On voit que chez Education First, ils portent tous des masques en préventif. On peut imaginer que Bettiol, c'est aussi ça qui l'a tué aujourd'hui. Je sais pas aujourd'hui quelles sont les règles côté Covid. On pourrait imaginer peut-être une nouvelle bulle, hein, se former pour la dernière semaine, parce que c'est dangereux en réalité le Covid, hein. Donc voilà, Capio c'est pété. Oui, c'est pété. Est-ce qu'on peut modifier son prono une fois qu'on l'a envoyé? Genre si on n'a pas fait gaffe à l'abandon de Bettiol? Oui, tu peux, oui. Tu peux. Salut, c'est mon premier tour, je vois des doutes sur le dopage, c'est aussi courant que ça. Oui, c'est courant, les doutes sur le dopage. Mais ça, on va en parler parce que je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder. Il y a d'un côté la progression naturelle des coureurs et du matériel. Donc quand on compare les temps d'ascension à par exemple Lance Armstrong, l'infâme Lance Armstrong, oui, on compare à un énorme dopé, mais d'un autre côté, en 20 ans, les coureurs sont vachement mieux préparés physiquement et ils ont du matos qui est exceptionnel. Les vélos d'aujourd'hui n'ont absolument rien à voir avec les vélos d'il y a 20 ans. Donc il faut tempérer ces comparaisons-là par rapport au professionnalisme sur lequel s'est aligné le vélo par rapport à il y a 20 ans et au matériel qui fait des progrès monstrueux d'année en année. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dopage dans le vélo et que tout le monde est propre. Bien évidemment, on est sur un sport comme tous les sports, accessoirement, qui joue avec la ligne jaune, qui joue avec les limites, qui joue avec les produits, qui joue avec les techniques, qui joue avec plein de choses. Et donc, le doute dans le vélo, il est sain. Accuser sans preuve, c'est pas bien, mais avoir des doutes, l'histoire du vélo nous a appris que le doute dans le vélo était sain. On peut plus aujourd'hui dans le vélo, après ce qu'a vécu le vélo, après les années Armstrong, être béni oui-oui sans se poser des questions. Ça ne justifie pas le fait de dire lui est dopé, lui est pas dopé, mais on peut quand même parfois avoir une certaine forme de recul et de méfiance par rapport à des choses qui se passent dans le domaine du vélo. Et oui, bah c'est rabat-joie, c'est pisse-froid, et on continue à regarder du vélo même si on a des doutes. C'est sain. Je préfère 1000 fois être fan d'un sport où on se pose des questions quand on voit des choses qui n'ont pas beaucoup de sens, plutôt qu'être fan d'un sport où un mec peut gagner Roland-Garros sans sentir son pied, et un mec peut gagner l'Open d'Australie en passant 3 heures à l'hôpital à se faire des injections lors du premier tour. Voilà, je pense qu'il y a peut-être un entre-deux entre les deux, mais je pense que c'est compliqué aujourd'hui d'être un fan absolu de vélo depuis plus de 20 ans et de ne pas avoir des doutes de temps en temps, sans jeter l'opprobre, sans accuser sans preuve et sans être dans la posture de ils sont tous dopés, parce que c'est pas vrai. Et oui, il est possible, pas probable, pas sûr, pas certain, mais il est possible qu'aujourd'hui il y ait des coureurs qui sont pas dopés, qui souffrent du fait qu'il y ait des équipes qui soient à la limite. Mais on peut pas dire qui, on peut pas dire quoi, on peut pas dire comment. Donc on est obligé d'avoir cette double posture de méfiance, de doute, et de l'autre, de ne pas pouvoir attaquer qui que ce soit et de ne pas pouvoir accuser qui que ce soit sans preuve. Le jour où on aura des preuves sur certaines choses, on pourra accuser, comme on en a eu lors de l'affaire Aderlas, sur des Preidler et compagnie, mais aujourd'hui, on n'a aucune preuve qui permet d'affirmer que tel ou tel coureur est dopé. On peut juste se contenter de se dire « je suis un peu gêné ». Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est qui le maître d'Open Australie? C'était Novak Djokovic. Novak Djokovic qui avait passé 3 heures sur la table d'opération avec des injections dans son dos et qui finalement avait gagné le tournoi derrière. Voilà. Vingegaard victoire égale dopé, Pogacar victoire, on le félicite. Non, justement, on peut pas dire des choses comme ça. Et vous voyez, on est quand même sur un sport où ça se joue en poignée de secondes. Le record de 93, là, sur le Pla d'Adet, il est explosé de plus de 2 minutes. Donc ça veut dire qu'il y a 10 coureurs qui ont pété le record. Donc à un moment donné, c'est aussi qu'il y a une progression naturelle du peloton. On peut pas dire, lui, il est dopé, lui, il est pas dopé. Les écarts restent infimes dans l'absolu. On n'est pas dans des domaines d'ordre du 10 minutes. J'ai regardé tout à l'heure le classement du Tour de France 97. Alors autant vous dire qu'en termes de chaudière, le Tour de France 97, c'était quelque chose. On avait des écarts de 10, 20, 30 minutes dans le top 10. C'était une autre dimension. C'était qui avait le record? Je sais plus, 93, j'étais pas né de toute façon. Les fans de vélo pointaient du doigt le tennis comme chaque année pendant le Tour de France. Bah oui, je suis désolé les enfants. Mais on peut dire qu'il y a peut-être des doutes à avoir dans le vélo, mais au moins le vélo a le mérite d'avoir une lutte antidopage. C'est déjà pas mal. Donc voilà. Le matériel n'est pas le même en 93 et en 2024. Ah bah complètement. En 30 ans, enfin, les Vélib aujourd'hui sont peut-être mieux que les vélos d'il y a 30 ans. J'exagère un tout petit peu, mais bref. On peut aussi pointer le doigt le foot. On peut pointer le doigt le foot, on peut pointer du doigt la NBA, on peut pointer du doigt l'athlétisme. Regardez, il y a des noms tous les ans. Tous les ans, il y a des mecs qui tombent en athlétisme. Les meilleurs performeurs mondiaux du 100 mètres, ils ont tous été pris pour dopage, sauf Usain Bolt. Les marathoniens, je ne vais même pas en parler. Donc oui, il y a une lutte anti-dopage dans le vélo.
qui est abouti et probablement qui est toujours, comme dans toutes les luttes antidopage, probablement un peu en retard sur les dernières techniques, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Le rugby, même combat, non mais voilà. Faut pas se leurrer à penser que le vélo est le seul sport où les mecs jouent avec la ligne. Il y a des sports où ils jouent avec la ligne et ils ont beaucoup moins de contrôle. Les contrôles dans le vélo, ils sont violents. Hein. Ils sont violents quand même. Voilà, donc bref, on va pas faire une éternité sur le dopage, mais je pense que c'est quand même important de le dire qu'on peut parfaitement avoir ce double discours de aimer le vélo, être passionné de vélo, s'enthousiasmer pour des performances comme on a vu aujourd'hui pour des affrontements sportifs et compagnie, et de l'autre côté se dire j'ai pas envie d'y croire à 100% tant qu'il y a un doute. Voilà, on peut avoir des doutes sur la Team Sky à l'époque de Froome, on peut avoir des doutes sur, je sais pas, l'époque Schleck-Contador, on peut avoir des doutes sur tout dans le vélo. Sur Van Aert qui est meilleur grimpeur, meilleur sprinter, meilleur contre-la-montre, voilà. Et on peut pas accuser par contre, ça c'est une certitude. Voilà, ce sera tout là-dessus. Ça fait combien de temps qu'un gros nom du cyclisme n'est pas donné pour dopage ? Ça fait une éternité. Il y a eu que des petits noms qui sont tombés. Hein. Il y a eu, alors dans les noms qui sont tombés pour dopage ces dernières années, on a eu Rémi Di Gregorio, la légende, qui avait pris de l'EPO. On avait eu quelques Slovènes avec Christian Koren aussi. On avait eu Georg Preidler sur l'affaire Aderlas. L'affaire Aderlas qui n'a pas fait beaucoup de victimes finalement, alors qu'on sait que c'était un gros réseau. Miguel Angel Lopez aussi, ce gros neuneu qui a été pris pour dopage à la fin. Le dernier gros nom, oui, c'est Contador. Quintana, c'est pas vraiment pris pour dopage. Hein. Quintana, ça a été utilisation d'une substance interdite par l'UCI, mais pas l'Agence mondiale antidopage, donc il n'a pas été suspendu, il a été disqualifié, hein, Nairo Quintana. C'est pas exactement la même chose. C'est comme Axel Baudin sur le Giro. C'est le tramadol. Le tramadol, il a été récemment interdit en compétition, donc c'est pas exactement pareil que de se faire prendre pour de l'EPO. Hein. Voilà. Mais une vraie suspension de 2 ans pour un très gros du cyclisme, oui, le dernier, c'est Contador. Bref, on va quand même parler un petit peu de cette étape, parce qu'on est là pour ça. Donc, l'étape Pau-Saint-Lary-Soulan, côté Pla d'Adet, une étape donc longue de 152 km. C'était assez court, hein, surtout qu'on avait 70 km de vallée qui ont servi à détacher l'échappée. On a vu donc ce groupe d'échappés qui s'est un peu fait la malle dans le Tourmalet pendant que tout le monde faisait pipi, mais on n'a jamais vraiment cru à l'échappée, qui a jamais compté plus de 4 minutes d'avance dans cette étape. Une étape qui a été maîtrisée de bout en bout par l'équipe UAE. C'était encore un sacré coup de poker de la part de l'équipe UAE qui avait joué à ce jeu-là avec l'étape du Lioran et qui avait perdu puisque Jonas Vingegaard s'était imposé finalement. Attendez 2 secondes, j'éteins mon WhatsApp histoire que ça ne fasse pas de bruit. Voilà. Bon, que dire si ce n'est que cette fois, le coup de poker a marché du côté de UAE avec une double stratégie qui consistait à envoyer déjà un homme à l'avant sur la fin, puis à le récupérer, puis à faire gagner Tadej Pogačar. Donc là, c'est une bonne stratégie. Moi, j'ai eu un petit peu peur. J'ai presque espéré. Hein. J'ai espéré parce que peut-être qu'à un moment donné, cette stratégie d'annihiler toutes les échappées va leur revenir dans la gueule. Parce que plus cette stratégie-là est appliquée, moins les équipes qui ne jouent pas au général vont avoir envie d'être sympas avec UAE. Donc peut-être qu'à un moment donné, ça va leur revenir droit dans la gueule. Il se trouve qu'aujourd'hui, ça a payé. Peut-être que ça continuera à payer. Peut-être que demain, Tadej Pogačar va écraser le Tour et qu'on aura donc des échappées en 3e semaine. On ne sait pas. Mais aujourd'hui, ça a payé. Ils ont maîtrisé l'échappée en dessous de 4 minutes. Ils ont repris l'échappée dans le dernier col. Ils ont envoyé Yates à l'avant. Et vous me dites que ça a servi à rien. Mais je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous sur l'idée que Yates, ça a servi à rien. Parce que pour moi, ça a servi à 2 choses. Envoyer Yates à l'avant, ça a obligé la Visma à rouler. D'ailleurs, on a vu la Soudal qui s'est mis à rouler d'ailleurs. Ça a obligé Jorgensen à rouler. Donc Jorgensen a été obligé de rouler derrière Yates. Donc rien que ça a empêché un statu quo dans le peloton et donc ça a obligé la Visma à imprimer un tempo qui au final a servi à Pogačar pour attaquer derrière. Donc là-dessus, moi je trouve que c'est plutôt pas mal joué. Ensuite, vous me dites ça a servi à rien, mais quand Pogačar fait une attaque et qui rattrape Adam Yates et qui peut se reposer pour 300 ou 400 mètres, déjà psychologiquement c'est quelque chose d'important, et 2, ça lui permet quand même de reprendre un petit peu des forces en se planquant derrière son collègue. En plus c'était sur le léger replat il me semble. Donc si, ça a pu, ça a servi à quelque chose. Ça a servi à faire rouler la Visma, ça a servi à
à Pogacar à récupérer son souffle et donc à empêcher potentiellement un rapproché de Vingegaard. Parce qu'on voit toujours cette même structure entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Tadej Pogacar est capable, à peu près sur tous les terrains, de distancer Jonas Vingegaard sur 1 km. Par contre, sur le temps long, Jonas Vingegaard arrive à raccrocher des petites secondes. Et si ce petit relais d'Adam Yates, qui n'a pas duré longtemps, a permis à Pogacar de gratter 5-10 secondes de plus, c'est peut-être ces 5-10 secondes que Vingegaard n'a pas été en mesure de boucher ensuite. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense vraiment que d'avoir mis Yates en avant-poste, ça a vraiment changer le game. Parce que si jamais Vingegaard revient sur Pogacar, peut-être qu'il n'y a pas d'écart ce soir. Et peut-être que si UAE avait fait la même chose dans le Lioran et qu'ils avaient eu un point d'appui pour Tadej Pogacar, au lieu que Pogacar soit tout seul, peut-être que Vingegaard ne serait pas revenu sur Pogacar. Et peut-être que Pogacar, il aurait attaqué les Pyrénées avec 2 minutes d'avance. Bon, là, il les a, les 2 minutes, donc il n'y a pas de souci. Donc moi, je pense que c'est vraiment... C'était complètement téléphoné. Hein. On l'avait dit de toute façon qu'il allait falloir servir de soit Almeida, soit Yates pour aller servir de point d'appui. Ça risquait difficilement d'être Almeida, puisque Almeida est incapable d'accélérer, incapable de faire une attaque, alors qu'Adam Yates a beaucoup plus de punch. Et finalement, cette stratégie-là d'annihiler l'échappée, malheureusement pour nous, les bandeurs d'échappée, malheureusement pour nous, les bandeurs de David Gaudu, c'était la bonne stratégie. C'était la bonne stratégie et c'est une stratégie qui permet quand même à Tadej Pogacar de mettre un gros coup derrière la nuque de Jonas Vingegaard, puisqu'on avait plus ou moins imaginé après le Lioran que Vingegaard avait un ascendant psychologique et finalement, c'est Tadej Pogacar qui a l'ascendant, puisque je vais vous montrer le classement de l'étape. Vous allez voir qu'il y a quand même des écarts. Il y a quand même des gros écarts. Alors attendez, il faut juste que je coche le bon truc. Classement de l'étape, voilà. Jonas Vingegaard qui termine à 40 secondes. Remco Evenepoel à 1 minute 10. Bon, les jeux sont pas faits. Les jeux sont faits pour le podium, puisque regardez, du niveau du classement général, c'est pas le bon, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Bon, faudrait que je change un jour de logiciel là-dessus. Hop là. Voilà, le classement général, les 2 minutes, elles y sont du côté de Pogacar, 2 minutes 22 sur Remco Evenepoel qui perd sa 2e place. Puis alors derrière, c'est le Grand Canyon, hein. Il faut aller jusqu'à 6 minutes pour retrouver Carlos Rodriguez et Joao Almeida. Donc les jeux sont faits pour le podium, à moins d'une immense défaillance d'un des trois. Voilà, on voit, il y a quand même 2 minutes. Donc la situation, elle est assez claire du côté de Visma. Il va falloir tenter des trucs. Il va falloir le faire péter. Il va falloir attaquer de loin. On sait que du côté de Visma, on n'arrivera pas à gagner contre Pogacar si on attaque dans le dernier col. Il est trop fort sur un dernier col. Donc on risque de voir demain ou dans les dernières étapes un tempo absolument infernal de Visma Lease the Bike dès le pied. Je ne serais pas étonné que ce soit dès demain. Je ne serais pas étonné que Visma demain visse comme des gros sales. Hein. Maintenant, il y a de la grosse vallée demain. Hein. Je vais vous montrer le profil de l'étape de demain. C'est pas du tout la même structure qu'aujourd'hui. Hein. C'est pas du tout la même structure qu'aujourd'hui. On aura une étape qui sera déjà beaucoup plus longue, puisqu'on a pratiquement 200 km demain, 200 km d'étape entre Loudanviel et le plateau de Beille. On commencera par le col de Peilleressourde dès le début de l'étape, donc il faudra déjà avoir les jambes solides. Derrière, on descend, on aura le col de Mente, on aura le Portet d'Aspet, un petit bout en tout cas, et après on a de la vallée. Donc c'est quand même un terrain qui est plutôt favorable pour essayer un truc. Parce qu'on peut faire tout péter dans le premier col, la descente ça va, et ils ont des mecs pour rouler du côté de Visma. Hein. Ils ont des mecs pour rouler. Donc si, j'y crois pas une seule seconde hein, à Visma qui fait péter Pogacar. Hein. J'y crois pas une seule seconde. Mais si on fait une étape hyper dure pour les organismes, on sait que la grande différence entre Pogacar et Vingegaard, c'est effort long versus effort court. Si on arrive au pied du plateau de Beille avec un Pogacar qui est en forme, on n'arrivera pas à faire péter Pogacar dans le plateau de Beille. Si on arrive à mettre Pogacar en difficulté dans le col d'Agnès, là, et dans la dernière petite montée, la montée finale du port de Lers, à ce moment-là, il peut se passer un truc. J'y crois pas du tout. Je pense que si Vingegaard doit gagner ce Tour de France, demain, il va falloir limiter la casse et espérer peut-être du côté de Visma que Pogacar tiendra pas dans la 3e semaine à cause de son Giro. Donc voilà, je pense que c'est ça. Je pense pas que les jeux soient faits, mais je pense que si on veut espérer gagner ce Tour de France du côté de Visma, il va surtout falloir espérer que Pogacar paye son Giro. Parce que le dernier coureur à avoir fait le doublé Giro Tour, je sais même plus qui c'est, tellement c'est loin. Hein. Je sais même pas qui c'est. Hein. Plateau de Beille avant le jour de repos, c'est pour t'achever. Ah non, mais c'est surtout que quand on voit le profil de cette étape, c'est 200 bornes. Hein. C'est 5000 mètres de dénivelé positif sur 200 bornes. Mais aujourd'hui, c'était affreux. Et oubliez pas hier. Hier, c'était affreux aussi en termes de moyenne horaire. Donc demain,
Demain, ça va piquer très très fort et surtout qu'on n'aura pas, comme aujourd'hui, un début d'étape de 70 bornes pour se détendre un petit peu. Enfin, se détendre, c'est un grand mot. Mais aujourd'hui, on a eu 70 km de plat qui permettent de mettre en route quand même. Hein. Donc, je sais, demain, c'est Peyreux-Sourde direct. Direct. Et vous voulez voir la gueule de Peyreux-Sourde ? Parce que je vous l'ai mis, je l'ai. Regardez la gueule que ça. C'est pas gentil du tout. Hein. C'est pas roulant. Hein. Puis après, on a quoi ? Après, on a le portrait d'aspect. Voilà, bah, mangez-moi ça, mes enfants, hein, 11%. Donc, bon courage. Avant ça, on a Menté. Hein, voilà, bon, on a que du rouge. Hein. On a que du rouge sur l'école. Puis après, vous vous dites, bon, bah c'est bon. Bah non, il y a ça. Ça, c'est la fin, ça. Bah bon courage, les enfants. Hein, parce que demain, c'est la pire étape. C'est la pire. C'est la pire, c'est la plus violente, il n'y a pas un seul bout de répit, on commence tambour battant, il y a de la vallée un petit peu, mais je suis même pas sûr qu'on se foute la paix dans la vallée. Force aux coureurs demain, et demain, c'est peut-être l'étape des surprises. Demain, c'est peut-être l'étape de je sais pas, peut-être que Remco Evenepoel, je dis n'importe quoi, hein, peut-être que Remco Evenepoel, demain, il se dit, bon, rien à foutre, j'y vais, je vais devant. De toute façon, qui va rouler derrière moi ? Bon, il est peut-être encore un peu proche au général. Mais demain, si j'étais un coureur du classement général un petit peu décroché, je tenterais un truc. Il y a un truc à tenter demain. Si on regarde par exemple le classement général. Voilà, je vais prendre le classement général. Alors, il est où ? Il est là. Voilà, classement général. On regarde un peu ça. Bon, Pogačar, Vingegaard, Evenepoel, à mon avis, ça bouge pas demain. Personne n'aura son bon de sortie. Par contre, vous êtes Carlos Rodriguez. Vous êtes à 6 minutes. Bon, va falloir tenter un truc. Parce qu'à 6 minutes, Carlos Rodriguez, bon, Almeida, c'est un équipier de Pogačar. Mais vous êtes Giulio Ciccone, vous êtes à 9 minutes. Vous êtes Derek Guy à 9 minutes. Bah, c'est peut-être demain qu'il faut tenter un truc. C'est peut-être demain qu'il faut aller grappiller 3, 4, 5 minutes. On ne sait pas. Peut-être. Donc peut-être que demain, on peut imaginer Derek Guy, Giulio Ciccone y aller. Je pense qu'aucun du top 8 n'ira devant. Moi, je pense que Ciccone et Guy, demain, ils essayent. Je pense que demain, Ciccone et Guy, ils essayent de sortir dans Peyreux-Sourde pour choper l'échappée qui va les faire remonter au classement. Et si on regarde un peu plus loin au général, alors je vais juste aller regarder, je pense que Félix Gall doit être dans les horizons là. Félix Gall, il est 11e. Logiquement, Félix Gall, demain, il y va. Santiago Buitrago, on a vu qu'il était pas mal aujourd'hui, je pense qu'il y va. Egan Bernal, pareil, c'est pour toi demain, mon grand. Hein. Steph Kras, Simon Yates, évidemment, Guillaume Martin, tous ces noms-là, demain, peut-être le bordel, hein, normalement. Vu le profil du début de l'étape, normalement, les très gros grimpeurs vont tenter d'y aller, et on peut imaginer qu'au sommet de Peyreux-Sourde, ça peut déjà être un chantier pas possible. Hein. Donc vraiment, moi, demain, je serais d'avis à ce que le départ de l'étape, on le regarde bien de près, hein. Bien de près, parce que ça peut être un très 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 beau bordel demain. Je vous le remets, hein, le profil de l'étape de demain, juste pour comprendre. Hein. Voilà, enfin, c'est les montagnes russes demain. C'est un enfer. C'est un enfer sans nom. C'est surtout ces deux premiers cols là. Ces deux premiers cols, je vous les remets, les trois. Je vais vous remettre les trois premiers, parce qu'aujourd'hui, c'est pas que c'était roulant, hein, mais c'était pas les pires. C'est pas les cols avec les plus gros pourcentages. Demain, on a ça pour commencer. On a ça dans les 65 premières bornes de l'étape. Peyreux-Sourde, c'est presque gentil, alors que c'est pas gentil du tout. C'est pas gentil du tout, mais les deux d'après, c'est infâme. C'est horrible. Donc vraiment, demain, il faudra avoir les jambes sacrément solides pour arriver là au kilomètre 80, en bas, avec encore des jambes. Hein. Bon courage. Bon courage à tout le monde. Hein. Et accessoirement, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est la lutte pour le maillot à poids. Puisque au maillot à poids, aujourd'hui, c'est Vingegaard et Pogačar, évidemment, mais on a pas mal de prétendants derrière. Demain, c'est une bonne étape pour aller faire le point. C'est une bonne étape pour aller faire le plein, parce que s'il y a une échappée qui part devant, s'il y a un mec qui passe devant à tous les cols, il prend 40 puntos quand même. Donc, il y a des points à aller chercher demain. Donc, logiquement, demain, on a Jonas Abrahamsen devant, mais est-ce qu'il aura les jambes pour aller jouer avec les grimpeurs ? Parce qu'aujourd'hui, je vous donne le classement par points. Classement du maillot à poids, pardon. Pogačar est à 56, Vingegaard est à 43, Abrahamsen 36, Evenepoel 30. Et derrière les, entre guillemets, vrais prétendants, ceux qui sont pas dans le classement général, c'est Oyer Lascano à 27 points, David Gaudu à 20 points, Ben Illy à 17 points. Je pense qu'ils y vont tous demain. Hein. Ben Illy, David Gaudu et Lascano. Je pense qu'ils y vont. Hein. Trop dur pour Abrahamsen. Ouais, je pense que c'est beaucoup trop dur pour Abrahamsen. Ça l'empêchera pas de tester. Hein. Demain, en tout cas, je pense qu'on aura une très 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 belle échappée et peut-être qu'on aura une échappée qui se joue la gagne parce que j'ai du mal à imaginer les équipes de leaders bombardées comme des zinzins dans la partie de vallée avant le col d'Agnès.
On va espérer, hein, on va espérer, parce que bon, les échappés, on a un peu des bandeurs d'échappés ici, hein. On a un peu des bandeurs de Romain Bardet, de David Gaudu et de tout ce petit monde. Donc on va espérer. Bardet-Barguil poids pour Bardet étape pour Barguil. On va espérer. On va espérer. La montée du plateau de Bay, c'est une sacrée saloperie aussi. Donc attention, demain, moi, je suis hypé de ouf pour demain. Moi, je suis hypé de ouf. Je sais pas ce qui va se passer demain, mais on va avoir du bordel. On va avoir du bordel. Et après, on se calmera un petit peu. Lundi, ce sera journée de repos. Mardi, ce sera étape de sprint. Après, on aura 2 petites étapes de transition ou nette, on va dire, avant d'attaquer le gros bordel. Je vous fais un peu le programme là, pour ceux qui ont mal suivi, ceux qui n'ont pas trop préparé leur Tour de France, qui n'ont pas fait leur devoir. Il nous reste dans ce Tour de France, demain donc l'étape du plateau de Bay, 5000 mètres de dénivelé positif. Journée de repos, Gruissan-Nîmes, une superbe sieste, à moins qu'on ait du vent, mais normalement il n'est pas prévu qu'il y ait beaucoup de vent sur cette étape, donc je ne vois pas trop de bordure pour l'instant. Ensuite on aura 2 étapes de transition, mercredi et jeudi, entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Super Dévoluy, donc arrive au sommet plutôt pour Puncher, plutôt pour du Nelson Poles ou du Banili, là ils l'ont coché je pense celle-là. Ensuite on aura du Gap Barcelonnette. C'est une étape un peu montagne russe gentillette, mais ça c'est plutôt pour les baroudeurs punchers que pour les vrais grimpeurs. Et derrière, on aura les 3 dernières étapes de ce Tour de France. La première, ce sera Embrun à Isola-Domine, on va monter jusqu'à 2800 mètres, ça va être incroyable. La cime de la Bonnette, ça va être incroyable. Et ensuite, on aura cette dernière étape de montagne avant le contre-la-montre qui se terminera au col de la Couilleule. C'est le Royal Rumble Paris-Nice, on en a déjà parlé. Beaucoup de cols, enchaînement de cols, tous les cols de Paris-Nice, col de Brosse, col de la Couilleule, Turini, la Colmiane, il y en a partout. Et on terminera avec ce contre-la-montre entre Monaco et Nice avec pas mal de de petits cols. Donc, on a du spectacle normalement en vue. Normalement, si je sors ma petite boule de cristal, Gruissan-Nîmes, ce sera un sprint. Super Dévoluy, ce sera une échappée de puncher. Barcelonnette, ce sera une échappée de puncher, sprinter, baroudeur. Isola 2000 Couilleul, à mon avis, c'est pas une échappée. C'est Pogacar et Vingegaard qui se foutent sur la gueule. Et le contre-la-montre, ce sera peut-être le baroud d'honneur de Remco Evenepoel pour la 3e place. Voilà. Bizarre de terminer le tour par un chrono. C'est la nouveauté. On termine pas aux Champs-Élysées, on termine par un chrono. La dernière fois, c'était en 89 avec Greg LeMond et Laurent Fignon. Et c'est original, mais c'est bien, je trouve, de finir par un chrono en espérant que ce chrono ait encore de l'enjeu. Parce que si Pogacar arrive sur le chrono avec 3 minutes d'avance, ce sera bouclé, hein, les enfants. Pogacar avantagé sur la dernière étape, vu que ce sont ses routes d'entraînement. Je pense pas qu'à ce stade-là, ce soit un gros avantage. Ça peut être un avantage pour les échappés. Par exemple, Nice-Col de la Couilleule, ce sont les routes d'entraînement de David Gaudu. Donc je pense qu'il les a cochées, celles-là. Hein. Alors on va pas passer exactement du côté de ces routes d'entraînement, parce qu'il habite du côté de Menton, mais aussi, il y a quand même beaucoup de coureurs qui habitent dans la région de Nice, donc c'est pas forcément un avantage énorme. Voilà, je pense que si Poggi est toujours environ 2 minutes avant le contre-la-montre, tu penses que Bingo peut renverser? Je pense pas. Je pense que si on va avoir de l'enjeu, il faut que ça se tienne en 1 minute. Et je pense pas que Vingegaard ait le même niveau en chrono qu'il avait l'an dernier. On verra, hein. On peut avoir un scénario où Pogacar en 3e semaine paye les efforts du Giro et que Vingegaard, avec sa relative fraîcheur, reprenne le dessus psychologiquement et physiquement. En tout cas, on va espérer, ça nous donnerait du spectacle, parce que si jamais la dynamique se confirme, ça veut dire que Pogacar il gagne le Tour de France avec 5 minutes d'avance. Il y aura encore des occasions de renverser le Tour dès demain, même si je pense que demain, il n'y a pas de raison qu'on ait une dynamique qui change, mais surtout, les 2 dernières étapes de montagne de la semaine prochaine mettront peut-être en scène un scénario complètement différent. Peut-être qu'on aura, je sais pas, un équipier en moins du côté d'IAE avec le Covid. Peut-être qu'on aura des tentatives de loin avec Jorgensen du côté de la Visma. En tout cas, on est dans un scénario qui n'est pas franchement favorable à Vingegaard, puisque Vingegaard, quand il doit reprendre du temps, quand il doit être offensif et attaquer, c'est pas trop son délire. Donc je pense malheureusement qu'il faut que Vingegaard compte sur une défaillance de Pogacar pour espérer gagner. Est-ce que je préfère Pogacar à Vingegaard? Je préfère Pogacar parce que c'est un coureur plus offensif, plus frisson que Vingegaard qui est un coureur défensif. Il y a 2 types de grimpeurs, hein. Il y a les grimpeurs zinzin qui attaquent à tout va, et il y a les grimpeurs défensifs comme Almeida qui roulent au train, qui rattrapent au train, et ils sont vachement moins spectaculaires. Maintenant, moi c'est pas ces coureurs-là qui me font aimer le vélo, hein. Je suis plutôt de la team Evenepoel, moi, dans l'absolu. Mais je préfère Pogacar parce que Pogacar a plus de punch, et j'aime bien les punchers, moi. Voilà. Après, l'an dernier, il attaque quand même Vingegaard. Oui, certes, mais c'est pas le même type d'attaque. Maintenant, il est moins armé. Il n'y a pas Sepkus, il y a plus Roglic. Jorgensen, c'est cool, mais c'est pas non plus de la folie sur 3 semaines. Je pense que ce qui va coûter le Tour de France à Vingegaard, c'est le fait que son équipe est relativement faible en montagne. Voilà. Voilà à peu près ce qu'il y a à attendre pour demain et pour la suite de ce programme. Donc demain,
On fera un débrief dans la foulée de l'étape également, parce que je rentre, donc il faut juste que j'ai le temps d'installer mon setup, mais on fera le débrief à 18h. Et derrière, le planning de la semaine prochaine, il est assez simple. On aura des nocturnes sur les étapes de transition et on aura les débriefs dans la foulée pour le contre-la-montre et les 2 étapes de montagne. On va passer au jeu de l'échappée. Oui, Mate Damiano, on va passer au jeu de l'échappée. Je vais vous indiquer qui a gagné aujourd'hui. Il était 2e hier, il était 2e je sais plus combien de fois. Il a enfin gagné. C'est Monsieur Dorian, pardon. Monsieur Dorian qui s'impose. Il en avait 5 aujourd'hui, alors même que, premier sur l'étape, premier au général, premier sur la semaine. Et alors, je vais vous montrer au général, Monsieur Dorian, il déconne pas. Hein. Monsieur Dorian, il a 3 points d'avance sur Mazou. Donc, on est quand même sur un monsieur qui joue bien au foot. Hein. Donc, bravo à lui. Vauclin, il n'a pas fait 30 km dans l'échappée. Je l'ai compté parce qu'il a fait partie de l'échappée. Donc je l'ai quand même compté. Il a pété tôt, mais il était dans le groupe au moment de l'attaque, donc je l'ai compté quand même. Si j'avais pas enlevé Bruno, j'aurais gagné. Terrible, terrible Arwen. C'est encore serré, hein. Il y aura encore beaucoup d'occasions de mettre des puntos. RP Verstappen. Ouais, Dorian, sacrément solide. Hein. Pour l'instant, il est sur l'autoroute pour aller choper les 300 boules chez Decathlon. Voilà, à tout moment, je vous banne, effectivement. Paul Emandré a tout à fait le pouvoir de vous ban et de vous empêcher de parier dans le chat. C'est quoi le lien pour voir son classement? Alors, le lien pour voir ton classement, tu tapes point d'exclamation mon JDE. Et si vous êtes sur YouTube, parce que vous êtes quand même pas mal sur YouTube, vous pouvez parier aussi. Il suffit d'aller dans le chat Twitch. Vous allez sur ma chaîne Twitch, donc twitch.tv/TheosCharlie. Vous cliquez sur chat. Et même si on est hors ligne, jusqu'à 8h demain, vous pouvez parier en tapant point d'exclamation prono et 10 noms séparés par un point virgule. Et normalement, votre prono est enregistré derrière et vous pouvez voir vos résultats sur point d'exclamation mon JDE. Premier de la semaine, on gagne un truc. Non, c'est juste indicatif, le premier de la semaine. Il n'y a rien à gagner sur le classement de la semaine. Il y a, je vous rappelle, le classement du jour. Le vainqueur d'étape repart avec un petit kit offert par Decathlon avec une casquette, cette casquette-là, un bidon, un petit sac, une chaise de camping, un kit solaire aussi, une crème solaire, et il y a un autre truc dedans que j'ai oublié. Mais en gros, un petit kit très sympa pour faire le con au bord de la route sur le Tour de France. Et le vainqueur final remporte 300 balles chez Decathlon, le deuxième remportera 200 balles et le troisième 100 balles en carte cadeau. Comme ça, vous achetez ce que vous voulez. Voilà. Demain, le jeu de l'échappée. Ma sélection, vous allez voir que j'ai joué petit bras, j'ai mis Richard Carapace, en partant du principe qu'il n'était pas devant aujourd'hui et qu'il y sera demain. J'ai mis Derek Guy, Guillaume Martin, Julien Bernard, Egan Bernal, Simon Yates, Romain Bardet, Jai Hindley, Félix Gall et Hoyer Lascano. Je n'ai pas mis David Gaudu et je pense que c'est une erreur. J'aurais dû remettre David Gaudu. J'ai pas mis Barguil non plus. J'aurais peut-être même dû remettre Benili parce que je pense qu'il vise les poids. Voilà, donc 10 coureurs. N'hésitez pas à le faire de votre côté. J'ai vu que vous étiez déjà nombreux à avoir parié. Vous avez jusqu'à demain 8h. En ravi enfin d'utiliser mes compétences de journaliste sportif pour un truc utile. Bah écoute, si tu gagnes les 300 balles à la fin, en tout cas on te le souhaite. Voilà pour le jeu de l'échappée de demain. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous kiffez ces débriefs du Tour de France. Moi, je suis content de les faire avec vous, je suis content de voir que vous êtes 300, 250, même tard le soir, donc ça me fait très plaisir. Et il y aura de plus en plus de contenu cyclisme sur la chaîne, même si après, il n'y en aura plus beaucoup. Il y aura les JO quand même. Je pense qu'on fera un live pendant les JO, live sur débrief derrière. Je pense qu'on fera un live intégral de la course des JO. Je pense que ça peut être sympa. Alors non, pas intégral parce que j'aurai émission le matin, mais je pense que ça pourrait être sympa là-dessus. Et on va du coup regarder OL Chassieux maintenant. Hein. Voilà. Le programme du coup des prochaines semaines, je l'ai dit pour le vélo, mais il y a aussi la semaine prochaine de l'OL. On aura un débrief de l'OL en même temps que débrief le vendredi soir de l'étape numéro 19. Et derrière, il y aura les débriefs du Torino, les débriefs de Saint-Poli, etc., etc. On va mélanger le foot et le vélo. Hein. On va mélanger tout ça. Il y a quoi après le Tour de France en cyclisme? Il y aura la Vuelta, même si la Vuelta, on s'en tape un peu les couilles. Il y aura surtout les JO. Surtout, il y aura les JO de cyclisme. Où là ça va être la folie parce que c'est 275 km dans Paris, donc ça va être une course assez géniale. On aura la Vuelta, on aura les classiques de fin de saison également, le Lombardie, etc. Voilà, j'espère que ça vous plaît, on continuera comme ça. Il y aura le Tour de France féminin aussi, mais moi malheureusement je suis pas sûr que j'aurai beaucoup de temps pour le couvrir. Voilà, mais je pense qu'on continuera des petits jeux comme ça. Je verrai ce qu'on peut faire avec Cédric pour continuer des petits jeux. Je verrai ce qu'on peut faire avec Decathlon aussi, on ne sait pas, pour continuer le contenu vélo là-dessus. En tout cas, merci à vous d'être toujours fidèles. Merci à ceux qui prennent le temps d'aller mettre des petits pouces, d'encourager le contenu sur YouTube et sur l'algo. Ça me fait très plaisir et je suis très content de faire tout ça avec vous. Et je remercie encore une nouvelle fois mon partenaire Decathlon, sans qui ce contenu-là ne pourrait pas exister. Oui, il y a les mondiaux en septembre aussi. Ah oui, on n'a pas parlé des débiles sur la route.
n'a pas parlé. Et c'est bien, ça fera un petit clip sur TikTok. C'est vrai qu'il y a un nouveau public dans le vélo, de jeunes, de gens un peu bourrés, et on peut être jeune, on peut être bourré et pas foutre le bordel. On a prouvé ça sur le virage Pinot, on a prouvé qu'on pouvait avoir 1500 mecs très avinés et que tout se passe nickel. Moi, je suis un petit peu chagriné quand je vois des débiles balancer des chips à la gueule de Pogacar. Il y a un autre truc qui s'est passé avec Vingegaard aujourd'hui, des mecs qui s'écartent pas sur la route aussi. Vous êtes sur la route, soit vous faites la marée humaine comme d'habitude, soit vous n'êtes pas sur la route. Les tapes dans le dos, pareil, on touche pas les coureurs, on court pas à côté des coureurs. Et je trouve ça assez agaçant parce que ce comportement-là de débiles qui jettent des trucs, de débiles qui restent sur la route, ça va faire qu'à un moment donné, il y aura des barrières partout et on pourra plus avoir cette ambiance de proximité de gens qui s'écartent et qui respectent la course. C'est ce qui va se passer à terme. On va barriérer, on va avoir de la présence policière dans quasiment tous les endroits, voire un jour peut-être qu'on n'aura plus le libre accès au col. Donc j'aimerais vraiment que, je sais pas, je sais pas ce que les gens écoutent ou quoi que ce soit, mais il faut que ces comportements-là, ils s'arrêtent. Il y en a toujours eu à bord des routes des débiles. Ça date pas d'hier. Les mecs qui jetaient de la piste sur Vauclair et compagnie, ça existait. Mais il faut que ces gens-là, ils soient identifiés et qu'on les shame. Voilà. Comme on a shame Opiomi, et ben il faut que le mec qui ait jeté des chiffres sur la gueule, on voit sa tronche partout et qu'on dise que c'est un gros con. Voilà. Parce qu'à un moment donné, les gens écoutent que ça. Tant qu'il n'y a pas de sanction, tant qu'il n'y a pas de plainte, ils ont juste la peur de passer pour des cons sur les réseaux sociaux. Et normalement, c'est suffisant. Donc, je sais pas comment on peut s'en sortir. Mais moi, ça me chagrine de voir ces trucs-là. Voilà. Ça m'emmerde un petit peu. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Qu'est-ce que j'avais mis? Sinon, non, c'est tout. J'avais noté... J'ai noté sur chips connard, il y a marqué ici. Et il y a une belle tache de café aussi. Voilà, ça fait moins de mal des chips qu'une bouteille cristalline. Voilà, il y avait pas aussi des suspicions de trucs sur la route pour faire crever les vélos. Ah, mais ça date, ça. Il y avait les clous dans le mur de Péguerre en 2012. Mais bon, on pourra pas empêcher les cons d'exister, juste si on peut au moins les montrer, pour montrer ce qu'il faut pas faire, pour que ces mecs-là aient honte. Parce que je pense que la honte est le meilleur comment dire... merde, j'ai pas le mot. Mais je pense sincèrement que le meilleur moyen d'empêcher les cons de faire les cons au bord de la route, c'est qu'ils aient honte d'eux-mêmes et qu'ils soient visibles. C'est le meilleur moyen qu'ils ne le fassent pas. Voilà. Sur ce, rendez-vous demain, aux alentours de 18h, pareil, dans la foulée de l'arrivée de l'étape, environ 10-15 minutes après l'arrivée de l'étape. Un bouclier anti-con. Ouais, un remède, non, j'avais le nom en anglais, deterrent. Comment on appelle ça? Dissuasif, un truc comme ça, enfin bref, on s'en fout. Allez, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous, on a quand même fait 37 minutes de débrief, c'est pas mal. Et je vous donne rendez-vous demain à 18h. Ciao, bisous, à bientôt.